à tous et bienvenue sur Brest On Air. Les déconfinés brestois parlent aux déconfinés brestois, enfin si je puis dire. Bienvenue à tout le monde donc, dans ce 37e épisode de Brest On Air. Épisode qui fera la part belle à une interview de Robert Malm que nous allons accueillir dans quelques minutes. Mais avant ça, je vais accueillir l'ami Yann qui est toujours fidèle au poste. Salut Yann. Oui, et enfin déconfiné, je suis là. Voilà. Malheureusement, c'est pas le cas de toute l'équipe. Un d'entre nous est toujours confiné parce qu'il n'avait pas envie. Voilà, Quentin malheureusement ne sera pas avec nous aujourd'hui car je tiens à remettre les choses dans leur contexte. En fait, il travaille, donc voilà, c'est le plus courageux d'entre nous. Il n'est pas dans notre petit studio, si je puis dire, pour enregistrer cet épisode. Mais bon, il nous fait confiance, je pense, pour enregistrer le podcast et puis il reviendra très. Alors, comme je disais, en fait, jeu, un programme assez chargé aujourd'hui avec surtout le gros morceau, ça va être l'interview de Robert Malm, consultant Beansport, ancien joueur du Stade Brestois que nous allons accueillir tout à l'heure en interview. Mais avant tout ça, avant qu'il nous rejoigne, Yann, peut-être quelques news, quelques infos concernant l'actualité du Stade Brestois, alors que le mercato n'a pas encore commencé, mais les premiers bruits se font déjà entendre. Oui, et malheureusement, ou heureusement pour certains, les bruits vont tous dans le même sens. Quasiment, on parle que de départ pour l'instant. Ouais, alors peut-être on peut revenir sur les départs qui sont quasiment actés, notamment en fin de contrat, on avait déjà parlé, donc cela, pas la peine de revenir dessus. On a su que Mathias Autrette ne se verrait pas proposer de prolongation par le club. Qu'est-ce que toi t'en penses? On sait que Quentin, on va pas parler pour lui, mais lui était pas forcément pour une prolongation, moi non plus. Je crois que tu nous rejoignais là-dessus aussi. Je rejoignais dans le sens où, sans vouloir paraître ingrat ou quoi que ce soit, je trouve que ça veut dire que ce qui a primé, c'est vraiment les conditions sportives. On n'a pas redonné un contrat à un joueur pour service rendu. Et je trouve que c'est positif parce que, en tant que, on n'est plus promu, mais on sait qu'on jouera le maintien l'an prochain, on n'est pas forcément dans la position pour pouvoir se permettre de faire ce genre de cadeau, entre guillemets. Et puis moi, je pense que pour lui, ça va être mieux. Je pense pas qu'il ait pris énormément de plaisir sur cette saison, surtout sur cette fin de saison. Il jouait moins sur la fin de saison, c'est clair. Beaucoup moins de titularisation. Donc, Moi, je pense que c'est un départ qui peut être gagnant-gagnant, dans le sens où le stade se débarrasse aussi d'un gros salaire, d'un joueur qui a beaucoup apporté. Il ne faut pas non plus, tu as utilisé le terme ingrat, il ne faut pas être ingrat. Je pense qu'on a parlé énormément de Gaëtan Charbonnier sur la saison de la montée en Ligue 1. Mathias Autrette y est pour beaucoup aussi, avec de nombreux buts, de nombreuses passes décisives. Je pense que moi, il est arrivé au bout d'un cycle de 3 ans à son terme à Brest, et que autant pour le club que pour lui, ce serait peut-être bien de voir autre chose. On remerciera pour tout ce qu'il a fait évidemment pour le club, notamment envers les supporters aussi, parce qu'il était revenu dans des conditions un petit peu compliquées. Finalement, ça s'est plutôt très bien passé. Il a fait preuve aussi d'ouverture d'esprit et d'intelligence à ce niveau-là. Maintenant, je pense que pour moi, la Ligue 1, c'était un palier, surtout à son âge, un petit peu trop élevé pour lui. On voyait que physiquement, surtout, il était cramé au bout de 60-65 minutes. Pour un joueur pro, c'est un petit peu dommage. Et c'est encore plus dommage, sachant qu'il a de la technique, il a du ballon. Et peut-être qu'avec plus de foncier et d'entraînement physique, il aurait été encore meilleur. Donc Mathias Autrette qui ne sera pas prolongé, normalement. Les choses peuvent aussi évoluer dans le contexte actuel, les choses bougent assez vite. Mais en tout cas, c'est ce que le Télégramme nous a révélé. Jean-Charles Castelletto également. Là, c'est Ouest France qui en parlait. Jean-Charles Castelletto vers Nantes a priori. Ouais, et a priori, c'est peut-être ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est qu'il ne part pas forcément pour des raisons financières. L'offre de Nantes ne serait pas beaucoup plus élevée que celle de Brest. Donc ça voudrait dire que c'est plus le projet sportif qui primerait. Après, on sait qu'il y a des histoires d'agents un peu nébuleuses. Surtout à Nantes. Voilà. Mais c'est peut-être pour moi le seul mauvais signe qu'on a sur ce début de mercato, ce serait que le projet de Nantes serait vu comme plus solide que celui de Brest, là où à Brest il aurait vraiment une place indiscutable, ce qui n'est pas sûr à Nantes. C'est vrai. Et après, il avait un peu perdu sa place sur la fin de saison aussi, lui, profit du Verne et de Chardonnay. Après, moi, je peux comprendre, Nantes, c'est quand même un gros club du paysage footballistique français, un stade beaucoup plus grand, un club qui est très certainement bien mieux structuré, en tout cas en termes d'infrastructure, que Brest. Peut-être voit-il l'occasion, lui, il est encore assez jeune, de franchir un nouveau palier. Après, on voit qu'il a la bougeotte, Castelletto, quand même, c'est déjà au moins son 5e ou 6e club. Il a fait Bruges, Auxerre, Red Star, Brest. Donc là, Nantes, ça fait quand même beaucoup de clubs à 24-25 ans. Je trouve qu'il n'a pas progressé, moi, comme j'aurais espéré qu'il progresse en Ligue 1. En Ligue 2, je le trouvais très solide. En Ligue 1, j'espérais qu'il passe un palier. Là, je pense qu'il n'est pas irremplaçable, en tout cas. C'est exactement ce que j'avais dit à mes amis nantais. C'est un bon joueur, mais pas irremplaçable. On arrivera à trouver au moins aussi bien. Ouais, le côté un petit peu frustrant, c'est qu'il parte gratuitement. Oui. Parce qu'on aurait pu, c'est un joueur qui avait de la valeur, je pense. On aurait pu le récupérer quelques deniers sur son compte. Malheureusement, il va partir libre.
C'est le cas de beaucoup de joueurs et c'est également le cas d'un autre joueur qui, lui, dans l'état d'esprit, aura été irréprochable depuis qu'il est à Brest, c'est Donovan Léon. Toi, on sait que tu es en plus assez fan des gardiens et que tu étais plutôt. T'appréciais Léon, hein, Ah on va oui, dire, oui, t'as très beaucoup clairement, tous hein. très souvent, après tu nous en as parlé souvent. Donc Léon qui a reçu une belle proposition du Stade Brestois, mais qui a décidé de quitter le club, je trouve que ça se comprend. Ouais, mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a dit, c'est qu'il veut quitter le club pour jouer. Donc ça traduit quand même l'idée que le Stade Brestois n'est pas dans l'optique de vendre Gauthier Larsonneur. Ça aussi, tu as Ça, raison. Ça, c'est c'est... du coup, on apprend quelque chose Ouais. via ça, ouais. Du coup, reste à savoir si c'est Bastien, je dis pas de bêtises, Cibois, qui Oui, serait une gardien Sébastien numéro Simon. 2 ou s'il y aura le recrutement d'un éventuel gardien au poste numéro 2 ou alors s'ils vont faire monter un jeune, on pense peut-être à Titouan Guéguin de Mm. l'équipe réserve. Là, Quentin peut-être pourrait nous en parler un peu plus en détail lorsqu'il reviendra. Un autre sujet, et celui-ci brûlant, il y en a encore deux en tout cas majeurs avant d'évoquer les cas des départs de Kiki qui est acté, Mhm. Maï et Bello techniquement. Celui de Johan Cour peut-être, qui lui aussi pourrait rejoindre Nantes selon les rumeurs. En Mhm. tout cas, Brest n'a pas l'air de lui proposer quoi que ce soit. On entend un petit peu de tout et son contraire à ce sujet. Toi, t'en penses quoi de Johan Cour et de son Bah, potentiel départ? alors, pour revenir sur Brest ne me proposerait pas quoi que ce soit. Moi, ce que j'avais compris et entendu, c'est que Brest lui avait fait une première offre en janvier, février, dans ces alentours-là, et que visiblement, cette offre-là n'a pas évolué et ne devrait pas évoluer. Après, ceux qui sont coutumiers des réseaux sociaux connaissent bien l'agent de Johan Cour, qui avait notamment crié à la prise d'otage. C'est peut-être lui qui va acter le départ de Johan Cour plus que le Stade Brestois ou même Johan Cour lui-même. Moi, de ce que j'en ai appris au sujet de Johan Cour, le club, et notamment Grégory Lorenzi, en a effectivement ras-le-bol de son agent qui, entre guillemets, hein, foutrait vraiment la merde à chaque mercato, à chaque négociation. On voit des informations qui sortent sur Johan Cour dans la presse, notamment très souvent dans l'équipe, et ça ne sort jamais sur aucun autre joueur brestois, donc c'est que ça vient pas de Brest, les bruits n'émanent pas du Mm. club, mais c'est son agent qui fait fuiter, on a parlé de l'Olympiakos aussi, de Oui. Nantes, je pense qu'ils font ça pour faire monter les enchères un petit peu. À ce niveau-là, je ne suis pas sûr que ce soit un pari gagnant pour lui. On sait que Grégory Lorenzi est assez strict. À Mm. mon avis, lorsqu'il a pris une décision, il s'y tient. Et on peut de ce côté-là être rassuré. Après, c'est un joueur, moi je te rejoignais, on en a parlé un peu en privé, qui a fait 6 mois super à Mm. Brest. Je ne suis pas certain qu'il puisse reproduire ces mêmes 6 mois ou une année complète en Ligue 1 l'année prochaine. Et puis je pense que ce qui ne joue pas en sa faveur dans ce dossier, c'est qu'il a fait 6 bons premiers mois Hum, et 6 moyens mauvais. Si ça avait été l'inverse, à hum. la limite, on aurait pu comprendre que le Stade Brestois fasse un Tu veux effort dire peut-être qu'il a supplémentaire. surperformé au début. Voilà, là vraiment, on a l'impression que c'est sur une pente descendante. Après, bien sûr que si lui veut rester et qu'on arrive à avoir un accord, moi j'en serais le premier avis, mais je peux comprendre que le club n'ait pas envie de faire un all-in sur lui ou de lui donner tout et n'importe quoi. Et autre cas là par contre qui est un petit peu plus complexe parce que c'est un joueur qui est encore sous contrat et dont les bruits semblent envoyer ailleurs qu'à Brest sur ce mercato, c'est le cas d'Ibrahima Diallo. Donc 21 ans, très forte valeur marchande et serait en tout cas, donc on avait su qu'il était dans le viseur de Leicester en Angleterre au mercato hivernal, il n'avait pas été vendu malgré une offre qui atteignait les 16 millions d'euros. Là, c'est l'OGC Nice en Ligue 1 qui est sur les rangs. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça apparaître dans la presse. Moi, je me suis renseigné de mon côté avec des gens à Nice qui, effectivement, me confirment l'intérêt, mais sans avoir plus d'informations à l'heure actuelle. On sait que Nice va avoir des liquidités avec son nouveau repreneur, hein, Ineos. Ça va être son premier véritable mercato. Ils ont envie de rajeunir l'effectif, d'avoir des jeunes à fort potentiel. Alors, toi, est-ce que tu le vends? Et si oui, à quel prix? Bah, à quel prix, surtout à qui? Honnêtement, si on a une offre d'un club anglais et une offre de Nice, je préfère ne pas l'avoir en face de moi. Donc forcément un club anglais. Après, franchement, comme on l'a dit, sa valeur marchande a sûrement un peu baissé du fait qu'il n'ait pas beaucoup joué, la fin de championnat précoce. Je pense qu'à 12-13 millions, je peux accepter de le vendre, tout en sachant que, en ayant le regret de ne pas avoir eu 16 millions dès cet hiver, surtout qu'on a vu que, au final, après ce mercato-là, il a été blessé, donc on serait Mais maintenu toi, sans lui. tu es plus partant pour le vendre, pour profiter d'une rentrée financière maintenant, ou de le conserver, de tout faire un peu pour le conserver encore un an de plus. Moi, j'aurais bien aimé le conserver un an de plus. Il est jeune, je trouve qu'il a un potentiel assez énorme, mais je vois pas pourquoi il perdrait de sa valeur. Sachant qu'on perd déjà beaucoup de joueurs au milieu de terrain, que ce soit court, retraite, qui partent, hein, donc c'est pas le même profil, mais on va renouveler un effectif en profondeur. Je trouve ça assez dangereux. Je pense qu'il faut garder. On sait que cette paire de Belkebla Diallo fonctionne très bien. Pour moi, on devrait construire le même autour. Tu vois, même si on a Mm. gagne de l'argent,
Aujourd'hui, si tu récupères 12 millions, comme tu dis, sachant qu'il y a environ 15 à 20% qui partiront à Monaco, ensuite tout n'est pas forcément réinvesti dans le marché, dans les transferts, c'est très compliqué de le remplacer. Et sachant qu'aujourd'hui, avec le marché actuel, avec je sais pas, 6, 7, 8 millions, c'est difficile de faire aussi des bons coups. Sachant qu'on a énormément de joueurs à trouver. Pour moi, ce serait se précipiter, je l'avais déjà dit cet hiver, je ne vais pas changer d'avis puisque effectivement il n'a pas pris de la valeur en ne jouant pas. Pour moi, ce serait risqué de se séparer d'Ibra Diallo dès maintenant. Après, tu évoques l'action financière, enfin, c'est aussi un peu la conséquence, il va falloir être un peu comptable. Si on a tant que ça de joueurs à remplacer, il faudra mettre les moyens, et si ça passe par une vente d'un joueur, sera le premier après, sur c'est un la peu liste. notre assurance vie aussi, Diallo. On sait que au moins de coups durs, on a quand même cet actif-là qui peut nous. Hmm. Donc bon, voilà. Donc au niveau des départs, c'est à peu près tout finalement de ce qu'on. Juste un doute toujours sur Ludovic Ball, on ne sait pas ce qu'il en sera. Ouais, pour l'instant, pas d'informations. Au niveau des arrivées, en revanche, on a donc lu la presse un petit peu comme tout le monde. On a vu que Brest était renseigné sur Adrien Gerbic, donc de Clermont, aux alentours de 10 millions d'euros, donc c'est extrêmement cher. Mais c'est intéressant de voir quand même que Laurenti se penche sur un profil dont on avait parlé dans le podcast précédent d'ailleurs. Après, honnêtement, je ne vais pas remettre en cause nos camarades, mais je pense que tous les clubs de Ligue 1 se sont renseignés sur Adrian Gerbic, il n'y a pas de... Oui, c'est pas une trouvaille d'un mec, oui, Voilà. je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Après, il y a le cas Grand Cyr qui lui revient un petit peu, il a l'air de faire un peu des appels du pied sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'est pas totalement parti et qu'il pourrait éventuellement revenir à Brest, peut-être sous forme d'un prêt. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que le Télégramme nous apprend que Brest serait toujours intéressé par récupérer notre ami Alexandre Mendy, qui coûterait environ 2 millions d'euros. Donc si on met 2 millions d'euros sur Alexandre Mendy, moi je démissionne. Et Oui. je récupère mon argent de l'abonnement, je vous le dis. Et puis 2 millions d'euros à donner à Bordeaux, quoi. Quand on voit les histoires des Bordelais ces derniers jours... En ce moment, ça a l'air d'être catastrophique. Vaut mieux être Brest-Honneur que Bordeaux-Honneur, je pense. Ah oui, que là, oui. c'est assez clair. Le club de Bordeaux qui est pas loin de la banqueroute, si j'ai bien compris, en gros. C'est Oui, ça ça, oui. Non, ce n'est pas Robert, qu'on attend toujours, qui ne devrait plus tarder. Donc, un effectif pour l'année prochaine qui, à l'heure actuelle, où on enregistre, donc on est mi-mai, c'est encore tôt, Oui. est assez flou, pour ne pas dire très flou. Après, je pense que c'est le cas de quasiment tous les clubs de Ligue 1. Il me semble pas qu'il y ait eu un seul transfert officiel pour l'instant. Il y a Lens qui recrute un petit peu, Jonathan Klaus, voilà, mais Lens c'est un petit peu particulier là-bas aussi. C'est un effectif qui va se dessiner petit à petit. On parle d'une reprise, en tout cas aux dernières informations, qui était pour le Stade Brestois de l'entraînement mi-juin, entre la fin juin, des entraînements collectifs. On va voir comment ça se passe. Tout dépend encore et toujours des conditions sanitaires. On espère que le championnat reprendra en août. On voit que les voisins européens font tout pour reprendre, l'Allemagne notamment. Mais avec les cas qui se multiplient, c'est un petit peu compliqué. Voilà pour les news. Sinon, pas davantage d'informations. On va pouvoir passer, je pense, à notre gros morceau, à notre invité, et accueillir Robert Malm comme il se doit. Alors, si vous êtes supporter de Brest ou même simple suiveur de la Ligue 2, vous le connaissez bien évidemment. Il était chez vous tous les vendredis soirs pendant de longues années pour vous faire vivre la Ligue 2, division dans laquelle évoluait, et je dis bien évoluait, jusqu'à l'année dernière, le Stade Brestois. 55 matchs avec les Rouges et Blancs pour 22 buts marqués, vous me dites si je me trompe, entre 2005 et 2007. Il s'agit bien entendu de Robbie Malm, comme avait le très grand plaisir de scander Jackie Le Gall, qui nous fait le plaisir du coup de nous accorder un petit peu de son temps pour répondre à nos questions. Alors tout d'abord, Robert, comment ça va après 2 mois de confinement? Et comment avez-vous vécu cette période particulière loin des terrains et de votre acolyte Sam Olivier? Bonjour d'abord à vous deux et bonjour à tout le monde, à tous les Brestois et les Brestoises. Écoutez, ça va. Comme tout le monde, ça a été un peu long, mais obligé de passer par cette période de confinement. Donc, on n'a pas eu le choix. C'était un devoir nécessaire si on voulait effectivement commencer à ralentir cette pandémie, pour pas dire autre chose. Et écoutez, tout va bien. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir retrouvé Sam en chair et en os hier lors de Halloween qu'on a fait, si vous l'avez vu hier en direct en plateau. Donc non, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir retrouver certains automatismes. Alors pas tous les automatismes, parce que à un moment donné, avec Sam, on a voulu se prendre dans les bras hier et puis on s'est retenu parce qu'on s'est rappelé tout simplement que voilà, c'était les barrières qu'il fallait tout simplement respecter. Mais sinon, tout va bien. Et juste une petite question par rapport à votre introduction. J'ai marqué que 22 buts, moi. En 2 saisons, ça va.
Ouais, ça va. Alors oui, alors j'entends pourquoi 22. 22 parce que en fait, quand j'arrive à Brest en 2005, j'en avais déjà marqué 9 avec Grenoble. Oui. D'accord, ok. Moi, Et j'avais eu. marqué et 21 en fin de saison. Donc effectivement, il y a eu 12 avec Brest et 9 avec Grenoble. Et l'année suivante, j'ai dû en marquer un petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je vous en veux pas. Comment bien. En tout cas, c'est vous qui marquez la majorité des buts à cette époque dans l'équipe. Oui. On reviendra. On On en a reviendra. marqué quelques-uns, oui, c'est vrai. Je me souviens, on était un peu plus jeunes évidemment, mais je me souviens d'aller au match avec mon père et de voir les matchs. C'est un match contre Le Havre notamment. Enfin bref, on reviendra Oui. là-dessus tout à l'heure. Et j'avais été ramasseur de balles également contre. Ah, Et là, voilà. j'étais petit, la passion remonte il y a quelques années. Alors revenons d'abord sur votre donc longue et dense carrière avant de parler un peu plus précisément du stade. Ouais. Pour rappel à nos auditeurs, et pareil, vous me corrigez si je me trompe, vous avez commencé à Lens en 92. Alors, oui, alors en 92 officiellement championnat D'accord. avec le Racing Club de Lens, mais sinon j'ai débuté en mai 91 pour mon tout premier match chez les pros. Alors à l'époque c'était un match de barrage, Ligue 1, Ligue 2. Et à l'époque le Racing Club de Lens était en Ligue 2. On revenait un petit peu de nulle part pour finir deuxième. Il y a eu des pré-barrages, notamment contre, plus dans l'ordre, ça doit être Valenciennes et Strasbourg, ou Strasbourg ou Valenciennes, avant de jouer contre Toulouse, qui à l'époque avait fini 18e de Ligue 1. Et il y a eu ce fameux match aller-retour. À l'aller, Lens avait été battu 4-0 à l'aller. Et moi, je fais mes premiers pas avec les professionnels. C'est Arnaud De Santos qui me lance en mai 91 face à Toulouse. Donc, mes premiers pas en pro en 91, en championnat officiellement en 80, la saison d'après. D'accord, ok. Et donc vous avez commencé à Lens et raccroché les crampons bien plus au sud, si je ne me trompe pas, à Cannes en 2010. Exactement, à Cannes en 2010, où je ne finis pas la saison, j'arrête un petit peu avant. D'accord, donc 20 ans finalement au très haut niveau, hein, c'est une sacrée régularité quand même. 14 clubs, dont Brest, Lorient, Montpellier, Grenoble, quand même des clubs qui font partie aujourd'hui du paysage du football français. Tu disais, Yann, 5 clubs de Ligue 1 l'année prochaine. Ça, un quart tout simplement. Un quart de la Ligue 1 à Cogny-Robert Malm. C'est beau. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous pensez un peu de manière globale de votre carrière, vous Ma carrière, j'en suis fier de ma carrière parce que, vous l'avez dit, 20 ans, j'ai duré aussi longtemps. Avec les années qui avancent, je ne sais pas si ça sera possible avec la cadence des matchs qu'il y a. Alors peut-être que oui, par exemple, Kylian Mbappé fera plus de 20 ans, ça c'est certain, parce qu'il a démarré aussi très jeune. Il a démarré très jeune, donc quand vous avez la possibilité de démarrer très jeune, vous vous donnez effectivement la chance de pouvoir faire une assez longue carrière. Après, le problème qu'il y a, c'est de durer dans la performance, et on sait très bien qu'une carrière, c'est assez... on connaît des moments très fastes, on peut connaître des moments un peu moins fastes, et puis c'est là où il faut savoir... rester, durer, et c'est là où le métier est le plus compliqué. Y arriver, c'est une chose, y durer, c'en est une autre aussi, et surtout y durer en étant performant, c'en est encore une autre. Donc oui, moi je suis fier de ma carrière. Alors il y a peut-être pu avoir quelques tournants, notamment décisifs dans ma carrière, qui ne l'ont pas été, mais qui ont fait que j'ai pris d'autres chemins. Juste pour un exemple, après la saison 97-98 avec Lorient où on monte en Ligue 1, à l'issue de cette année-là, normalement, je dois me rendre au Paris Saint-Germain à ce moment-là. Donc finalement, ça se fait pas. Je vais à Toulouse pour jouer en Ligue 1. Mais voilà, c'est quelque chose qui, à un moment donné, voilà, un parcours qui aurait peut-être pu avoir une autre orientation. Pas de regret du tout, pas de regret du tout. C'est plutôt, c'est comme ça. Moi, au contraire, hein, je me focalise pas trop dessus parce que avec DC, j'aurais pu faire une autre carrière, c'est vrai, mais celle que j'ai faite déjà, j'en suis fier et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé faire ce que j'ai pu faire. Et peut-être pas un regret de ne pas avoir tenté une aventure à l'étranger, d'être toujours resté en France? Honnêtement, non. Après, quand la carrière est passée, ou à un moment donné, on se dit, ouais, j'aurais peut-être pu tenter quelque chose à l'étranger. Oui, j'aurais pu, parce que au moment où l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 98, on sait que les 3/4 de l'équipe, quand même, sont à l'étranger. Hein. Je pense à Didier Deschamps, qui est en Italie. C'est à cette période-là où les Français sont
pas mal sollicité, il commence à partir à l'étranger, ouais, c'est vrai. Mais non, pas de regret de ne pas avoir été à l'étranger. Maintenant, s'il y avait une destination à aller à l'étranger, ça aurait été l'Allemagne. D'accord, ok. Et ben, l'interview n'a pas été préparée avant, mais pourtant la transition est toute trouvée par rapport à nos questions, parce que moi, à titre personnel, je me souviens très bien de la Coupe du Monde, pas 98, mais 2006. Oui, Qui avait fait vibrer la France, on se souvient, la troisième match de poule, la bande à Zizou doit s'imposer contre le Togo. exact. Le Togo de Robert Malm, il me semble, qui est présent à cette Coupe du Monde en Allemagne. Alors, du coup, est-ce que c'est le moment fort de votre carrière ou un des moments forts? Alors, quand on est en sélection et en club, c'est vrai que les moments sont complètement différents. On vit d'autres émotions parce que quand on se retrouve en équipe nationale, c'est effectivement soit pour jouer une coupe pour l'équipe de France, un championnat d'Europe. Pour le Togo, c'est un championnat d'Afrique des Nations. Et puis la compétition effectivement qui réunit toutes les nations, c'est la Coupe du Monde. Donc quand on réussit à faire une Coupe du Monde, on touche au summum du football, hein, de ce qui se peut se faire de mieux. On dit qu'il y a la Coupe du Monde après la Champions League. Oui, c'est vrai que la Coupe du Monde, moi j'ai eu la chance, effectivement, en 2006, d'avoir touché de ce qui se fait de mieux dans le football. Et puis, quelque part aussi, qu'elle se soit disputée en Allemagne a été aussi quelque chose d'extraordinaire parce que on connaît la rigueur allemande, on connaît tout ce qui va autour en termes d'organisation. Ça a été extraordinaire. Ce que j'ai pu vivre a été tout simplement extraordinaire. Je n'ai pas de mots ou d'adjectifs assez forts pour pouvoir décrire ce que j'ai pu vivre, quoi. Si tous ceux qui ont pu disputer la Coupe du Monde vous le diront, mais moi, oui, c'est une fierté. Bien sûr, quelle fierté d'avoir pu disputer cette Coupe du Monde. Alors, certains vous diront, j'aurais pu la disputer avec l'équipe de France, oui, mais sauf qu'à un moment donné, il faut aussi que je me rende à l'évidence, c'est que bon, en équipe de France, quand il y a des personnes qui sont plus fortes que vous et qui sont là et qui le méritent, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a strictement rien à dire. Moi, j'ai repoussé l'échéance le plus longtemps possible avec le Togo, parce qu'il faut quand même rappeler que le Togo me courait un petit peu après depuis 98, quand même. Donc, et qu'à ce moment-là, j'avais encore un petit espoir, pourquoi pas, d'essayer d'aller en équipe de France, vu que j'avais fait certaines sélections en jeune, j'étais international militaire, j'ai disputé une Coupe du Monde militaire avec l'équipe de France, donc, et avec des partenaires quand même qui ont été champions du monde. Je pense à Lilian Thuram, je pense à Alain Bogossian, pour ceux qui ont connu le Graal. Après, il y a eu d'autres internationaux. J'ai eu Florian Maurice dans ma promotion, j'ai eu Frédéric Déhu, j'ai eu Tony Vérel, Jérôme Alonso. Voilà les noms qui me viennent tout de suite en tête. Donc, oui, j'aurais pu espérer, mais à un moment donné, il fallait se rendre à la réalité. Il y a des garçons aussi qui ont émergé à ce moment-là qui étaient plus forts. On va pas se le cacher. Après, j'ai eu l'opportunité, effectivement, avec le Togo, avec, je dirais, ma deuxième patrie, le Togo, hein, le pays de mes parents. Donc, oui, après, on accepte, mais j'ai pas accepté parce que c'était la Coupe du Monde. J'ai accepté parce que, à un moment donné, aussi, sur le CV, avoir fait aussi une carrière internationale aussi, ça aide aussi. C'est vrai que moi, je me souviens de cette Coupe du Monde, c'était quelque chose. Je regardais Ouais. ce match, j'ai dit à tout le monde, il y a un joueur de Brest, il y a Robert Amal, il fait partie de. Exactement, ouais. Et il me semble qu'il y avait Mustapha Salifou aussi dans l'équipe. Oui, Mustapha Salifou aussi a fait partie de la sélection, qui était aussi brestois. Yann, peut-être à toi, vas-y, je t'en prie. Bah, peut-être avant de rentrer un peu dans le cœur du Stade Brestois 29, si on revient sur les nombreux clubs que tu as connus, il me semble que c'est 14. Ouais. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui ressort au-dessus? Je sais par exemple que ton expérience à Nîmes s'est très très bien passée. Les supporters nous en ont parlé, vraiment ils ont un super souvenir. Ouais. Bah, tu sais, j'en ai beaucoup et j'ai vécu d'expériences diverses dans les clubs dans lesquels j'ai pu passer. Si je commence par Lens, bien sûr, c'est d'avoir fait mes premiers pas en pro, ensuite d'avoir gagné la Coupe Gambardella aussi, qui aide aussi pour les joueurs qui arrivent à la gagner, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont gagné et qui ont pu faire carrière après. Je me souviens de notre coach, il disait quand une équipe gagne la Gambardella, en général, il y a entre 70 et 80% de ses joueurs qui arrivent à faire carrière après. Donc, après, je connais d'autres grandes joies. C'est bien sûr avec Lorient, c'est ma première montée, hein, Ligue 2, Ligue 1, où on fait une saison assez extraordinaire. On fait une saison où le titre se joue vraiment sur la dernière journée et on finit vice-champion de France de Ligue 2. Donc, il y a ça aussi.
la découverte, hein, je dirais, d'une saison complète avec Toulouse aussi en Ligue 1, même si ça s'est pas très bien terminé par une relégation, mais il y a ça aussi, il y a, voilà. Et puis bon, bien sûr, quand j'arrive à Brest, alors que c'était pas du tout prévu au départ, c'est Philippe Goursat qui me fait venir avec Michel Gestin et Albert Rust. C'était pas du tout prévu parce qu'à ce moment-là, j'étais à Grenoble, tout se passait plutôt bien, donc il n'était pas, entre guillemets, je dirais, question que je vienne à Brest. Et ensuite, c'est quand on me dit Brest, mon premier souvenir, c'est bien sûr, il y a eu le match de Coupe de France à Rennes où on est éliminé, mais vraiment à la toute dernière seconde. Ouais. C'est le malheureux Laurent Mrestin qui met le but contre notre camp. Mais surtout, moi, je ne pouvais pas avoir meilleure entrée en matière en accueillant Guingamp à Brest. Et dans ce derby où je me souviens de tomber des trompes d'eau, où il y a ça, il y a Marc-Antoine Fortuné qui se fait expulser et on se retrouve à 10 contre 11 et on réussit à faire 2-2. Donc, pour un premier match avec Brest, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Et puis, cette première saison, je veux dire même presque demi-saison, parce que j'en ai déjà fait une avec Grenoble et avec Brest qui se termine plutôt bien. On est dans la course pour la montée jusqu'à 5 journées de la fin, où malheureusement ce match nul face à 3 nous écarte un petit peu plus définitivement de la course à la montée. Après, écoute, oui, il y a Brest, il y a eu Montpellier, il y a eu Nîmes, comme tu me posais sur ta question. Nîmes, ça a été... À Nîmes, c'était le summum, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu te demandes ce qui se passe. Même toi, tu te poses des questions, à savoir, tu fais une demi-saison, tu fais 16 matchs, tu mets 16 buts en 16 matchs, et tu montes. Là, je t'avoue que, ouais, franchement, c'était un truc de dingue. Les supporters ont dû vous le dire, mais voilà. Et donc, tu as parlé de Brest, et des hommes qui ont marqué peut-être ton passage à Brest. Moi, je pensais en préparant à Steve Elana, peut-être, à Jackie Le Gall en dehors du terrain. Oui. Écoute, ouais, Jackie Le Gall, quand tu dis Jackie Le Gall, tu penses à Brest. Jackie, celui qui ne connaît pas Jackie à Brest, qui est passé par Brest, c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Donc oui, et puis moi, Jackie, au-delà de m'avoir accueilli quand j'étais à Brest, mais c'est surtout devenu un ami, Jackie. Tiens, il y a 15 jours, on s'est eu au téléphone, j'ai encore beaucoup de contacts avec Jackie. De toute manière, tu ne peux pas couper les ponts comme ça avec Jackie. Puis Jackie, c'est aussi l'âme de Brest. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à Brest, mais lui, Jackie, est toujours là. Donc Jackie peut te raconter les premières heures du stade brestois jusqu'à la 28e journée de championnat de Ligue 1 qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Il est capable de te dire ce qui s'est passé, quoi. Donc oui, Jackie, ça reste bien sûr une figure emblématique, mais ma venue à Brest quand même, après, il est apprécié oui ou non par rapport à ce qu'il a fait au club aussi, mais c'est Philippe Goursat aussi, avec Albert Rust et puis Michel Gestin, qui ont fait que je suis venu au stade brestois, parce que même si Michel a souhaité, Gestin à l'époque, que je vienne déjà à plusieurs reprises à Brest, le coup d'accélérateur a été donné par Albert Rust et puis Philippe Goursat, et ça, je veux dire, voilà, ces hommes-là ont compté aussi pour moi du côté de Brest. Au-delà peut-être des personnes qui t'ont marqué, donc tu évoquais le match contre Guingamp qui t'a particulièrement marqué, mais est-ce que, si tu devais retenir un seul but marqué avec le Stade Brestois 29, ça serait lequel pour toi? Un but avec le Stade Brestois? Écoute, un but, je pense que c'est un but qui est hyper important pour le Stade Brestois, et je pense qu'il conditionne après la suite. C'est le but face à Caen, saison 2005-2006, juste avant que je parte à la Coupe du Monde. C'est ce qui nous permet d'une de nous maintenir. Les deux vieux avaient marqué sur ce match-là. Quand je parle des deux vieux, je parle de Christophe Forest, qui avait marqué le premier, et je mets le deuxième. Et cette victoire-là face à Caen, je crois qu'on gagne 2-1 à ce moment-là, nous permet de nous maintenir. Écoute, ce qui, je pense, après, permet à la suite pour Brest de pouvoir ensuite, d'une, pérenniser un petit peu plus le club en Ligue 2, et puis surtout de quelques saisons après, une ou deux saisons après, peut-être 3, de pouvoir jouer la montée après en Ligue 1 avec Alex Dupont. Je te coupe, mais du coup, qu'est-ce qui manquait au club à cette époque pour passer un palier et jouer justement cette montée? Parce qu'on la joue à partir des années 2009-2010, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui manque un petit peu à Brest? C'est trop tôt au national? Tu sais, je dirais, qu'est-ce qu'il a manqué? Il n'a pas manqué grand-chose, parce que, regarde, le club monte de national en Ligue 2. Jusqu'à 5 journées de la fin, on est dans la course encore pour... à l'époque, il n'y avait pas de barrage, c'était les 3 premiers qui montaient.
On était encore dans la course pour pouvoir encore semer le doute et essayer d'accrocher quelque chose. Le match nul face à 3, en termes de points, nous met un peu plus loin. Il y avait le goal average, donc ce qui fait anéantir un petit peu plus nos espoirs de pouvoir accrocher quelque chose. Mais après, tu rentres dans un processus, je dirais, normal. La deuxième saison est un petit peu plus compliquée. On se bat quasiment jusqu'à la fin pour se maintenir. On se maintient. Et après, je dirais, c'est normal. Le club évolue, se construit, renouvelle son effectif. Et puis, à un moment donné, si tu arrives à réunir tous les ingrédients qu'il faut, le coach, les joueurs, tu récoltes un peu les fruits de ce que tu as semé. Donc, je dirais c'est un processus normal de construction par rapport au club, de connaître effectivement souvent, hein, tu regarderas souvent les clubs qui montent, connaissent l'euphorie. Alors certains font le bon national, Ligue 2, Ligue 1. Des fois, tu fais ta bonne saison en Ligue 2, puis l'année d'après, c'est un peu plus compliqué, mais si tu te maintiens, tu as déjà les fondations. Et derrière, ça te permet de pouvoir construire un peu ce qu'a fait le Stade brestois. Et puis, moi, je suis très heureux. Quelque part, je me dis, j'ai peut-être participé aussi un petit peu à cette montée-là, même si j'étais pas là le jour où ça s'est fait et qu'il y a d'autres joueurs qui ont pris le relais. Mais en tout cas, on a mis les bases. Voilà, nous, on a mis les bases pour les plus anciens. Et puis derrière, Alex a fait ce qu'il fallait avec ses hommes pour pouvoir remonter en Ligue 1. Alors, on va recentrer maintenant un petit peu le débat sur le stade, et puis depuis que tu es plus joueur et depuis que tu es chez Beansport, seconde partie. Justement, tu parlais de cycles et de choses logiques qui se déroulent. Et justement, la première question, c'est Brest est en Ligue 1 depuis mai 2019, donc ça fait 1 an. On a fêté les 1 an il y a 2-3 jours. C'est ça. Moi, en tant que supporter de Brest, et je pense toi, Jens, pareil, j'aime à penser qu'en fait, que cette montée, elle a magnifiquement conclu un cycle de 3 ans engagé par Jean-Marc Furlan lors de son arrivée en 2017. Et que finalement, cette promotion l'année dernière, elle était assez prévisible. En tout cas, on la sentait venir, on n'a pas été étonné. Qu'en as-tu pensé justement de ce cycle de Jean-Marc Furlan et de cette montée en 2019 ? Est-ce que toi aussi, tu t'y attendais ou au contraire, ça a été une surprise pour toi de voir Brest ? Je m'y attendais, oui, parce que Brest, tu sais, un peu quand on descend de Ligue 1, on fait partie des favoris, normalement, on veut tout de suite remonter. Donc, on met tout en œuvre pour pouvoir avoir l'équipe qu'il faut, le coach qu'il faut, pour pouvoir remonter. Il s'avère qu'il y a eu Alex qui a continué, qui finalement a dit stop à un moment donné pour dire je pense que je suis allé au bout d'un cycle, je suis monté avec l'équipe. Ouais, il y avait un cycle qui se terminait avec Alex et donc Jean-Marc Furlan est arrivé. Il hérite d'un effectif au départ qu'il n'a peut-être pas choisi de A à Z, mais il a su insuffler quelque chose et qui a permis à Brest un petit peu à surprise générale, de jouer les premiers rôles tout de suite. Ouais, c'est vrai, on sait que ça a été un petit peu plus compliqué sur la fin. Brest s'est écroulé sur la fin. La saison d'après, moi, pour être honnête, j'attendais de voir. Puis finalement, la saison n'a pas très bien débuté pour Brest. Ça s'est finalement monté en puissance au fur et à mesure. Il y a eu un pic. Ça s'est retombé un petit peu. La preuve, c'est que Brest, à un moment, était en dehors du top 5 pour finir en boulet de canon et finir 5e. Il a fallu aller au Havre pour pouvoir disputer ce match de pré-barrage. Ça se passe pas bien. On sait le résultat qu'il y a derrière. Et puis, finalement, tu bâtis sur ça pour jouer la montée. Et puis, quand tu fais le parcours qu'a fait Brest, tu peux te retrouver qu'en Ligue 1 avec les joueurs qu'il y a eu. On pense à Gaëtan Charbonnier, on pense à Mathias Autrette, Gaëtan Bello, le petit Gauthier Larsonneur qui se révèle finalement, qui devait être numéro 3, se retrouve numéro 1 et finalement... il est gardien de l'équipe de France Espoir et il va disputer les JO, même s'ils ont été reportés d'1 an, il pourra quand même les faire. Tu te rends compte qu'il y a eu un groupe extraordinaire et de là que Brest soit aujourd'hui en Ligue 1, je dirais c'est même normal avec le passé, avec le Brest Armorique à l'époque, que c'était pas le Stade Brestois maintenant, c'était le Brest Armorique. Quand tu vois les joueurs qui sont passés par Brest, tu prends au frère David, tu penses à David Ginola, tu penses à Corentin Martins, Bernard Lamar. Tu as Paul Le Guen, Vincent Guérin, Colter. Putain, la formation brestoise, c'est plutôt pas mal. Hein. Justement, sur cette montée, tu l'as évoqué, hein, l'homme clé, ça a sûrement été Gaëtan Charbonnier. Toi, ex-attaquant, comment tu l'as vécu cette saison ? Est-ce que c'était un peu comme à Nîmes où tu disais qu'est-ce qui se passe quoi ? Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ou tu t'es dit, où ça se voyait que le gars avait le potentiel de rouler comme ça sur la Ligue 2 ? Parce qu'il marque 27 buts, on rappelle, il n'avait jamais.
Ouais, non. Alors, j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire, ouais, voilà, qu'est-ce qui lui arrive? Et il a quasiment pas connu de trou durant cette saison-là. C'est-à-dire que même quand il était un petit peu moins bien, eh ben, soit il était à la passe décisive, soit il arrivait à être important dans le jeu, même s'il ne marquait pas. Mais il y a eu Gaëtan Charbonnier, mais autour de lui, il y a Mathias Autrette aussi qui a été énorme. Je pense que Mathias Autrette, depuis que moi je le suis, depuis il a fait. Attends, c'est quand je découvre Mathias Autrette, au niveau, c'est à Caen. Je me dis, ce garçon-là, comment se fait-il qu'il soit pas au-dessus? Parce qu'à Caen, il a fait une première partie de saison où il était au-dessus. Et quand avec Gaëtan, ça marche super bien du côté de Brest, tu te dis, ouais, quel duo, quoi. Quel duo. Et quand l'un est un peu moins bien, l'autre arrive à prendre le relais. Court aussi, qui est arrivé aussi, qui a mis aussi son grain de sable aussi avec eux. Donc, si tu veux, les rôles ont plutôt été bien répartis, même si Gaëtan sort du lot. Ce qui est normal, à un moment donné, il y a un collectif qui est fort. Après, tu as des individualités qui sortent. Et du côté de Brest, c'était Gaëtan qui est sorti du lot. Et quand tu as un homme comme ça qui te met 27 buts, en général, c'est pas très loin de la montée. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc toi, tu étais en plateau tous les vendredis pour le Multiligue 2 et au stade le samedi. Tu es donc plusieurs fois à Brest avec Samuel Olivier. Et tu étais presque le 22 octobre 2018. Est-ce que tu te souviens du match en question? Il faisait très beau ce jour-là. Brest 22 octobre, c'est le Brest-Lorient. Brest-Lorient, effectivement. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match alors? Parce que pour nous, ça reste un match, dans les dernières années du Stade brestois, c'est peut-être le match ou l'un des matchs les plus aboutis qu'on ait pu voir au stade, quoi. En 8 ans de commentaires sur Beansport, j'ai pas peur de le dire, pour moi, et Samuel confirmera si jamais vous avez Samuel, c'est certainement le plus beau match qu'on ait commenté. Mais en termes d'intensité, qualité de jeu, il y a eu tout. Le temps qui était extraordinaire, le stade plein, on a une belle pelouse, on a deux équipes qui ont cherché à jouer du début à la fin sans se poser de questions. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et le scénario du match aussi, il est fou. Lorient qui mène à 0, on vient un partout pour Brest. C'est Lorient qui est de nouveau devant, il y a 2-1, et puis il y a ce geste extraordinaire de Gaëtan pour Gaëtan Bello. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on a tout réuni comme ça dans un match, et je me souviens, je crois à l'antenne, je dis ce qu'on a vu cet après-midi, c'est un match de niveau de Ligue 1. Ok, du coup, sinon, question pratique, c'est comment l'accueil à Brest quand on arrive avec l'équipe de Binge? Je ne sais pas combien vous êtes quand vous venez comme ça, pour une rencontre et pour la commenter à la télé. Niveau réception, infrastructure, pour bosser, travailler avec le staff, les joueurs, etc. On parle de construire un nouveau stade pour remplacer le Blé, qui est en désuétude. Hein, tu comprends, Ouais. tu soutiens, Ouais. enfin, ton avis là-dessus Bah, écoute, nous déjà en termes d'organisation, ce qui concerne simplement l'équipe technique, c'est-à-dire tu as le car régie qui se trouve derrière la tribune Foucault. Je crois qu'on a une dizaine de caméras pour pouvoir filmer le match. Donc tout ça, tout le matériel et l'équipe technique qui vient pour que le match soit diffusé arrive la veille au stade. Ils arrivent la veille au stade, ils installent tout ce qu'il faut. Les positions de caméra sont déjà bien prédéfinies à l'avance. Mais tout ça est fait la veille. Ensuite, nous, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Nous, on arrive avec Samuel, on arrive le matin, nous. On arrive en fin de matinée du côté de Brest, soit en avion, soit en TGV. On privilégie le TGV parce qu'une fois ou deux, on a eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir décoller du côté de Paris. Alors, tu vois, c'est même pas en Bretagne. Du côté de Paris, où deux fois, on a été pris par le brouillard. Et une fois, on a dû le faire en plateau. Et la deuxième, on s'est débrouillé pour venir en TGV. Donc, on privilégie le TGV. Et nous, on arrive en fin de matinée. Et puis après, quand on arrive à Brest, on n'a quasiment pas le temps de pouvoir voir tout le monde. Donc, c'est assez rapide. Hein, et puis, tu diras, ils sont quasiment presque 4 heures avant. Mais oui, mais les 4 heures, on ne les voit pas passer. Et des fois, on a à peine le temps de se retourner qu'on est déjà dans le TGV qui retourne sur Paris. Alors, je te dis, sur un match comme ça, entre nous, les équipes techniques, les cadreurs, et toutes les personnes qui sont dans le car régie, c'est-à-dire le réalisateur, la script, les chefs d'édition, on n'est pas loin d'une bonne cinquantaine de personnes quand même sur ce match-là, le match du samedi, sachant que des fois aussi on fait des après-matchs aussi sur place. Donc si on n'a pas le temps parce qu'il y a un autre match derrière, on passe sur les réseaux sociaux.
En général, on fait un quart d'heure, 20 minutes d'après-match. Et puis après, il faut rentrer. Hein, il faut rentrer. Alors, des fois, c'est un peu chaud parce que même des fois, 20 minutes après, il y a encore du monde pour aller jusqu'à l'aéroport soit de Guy Pava ou même des fois pour aller juste des fois à la gare. Si on est en voiture, des fois, il vaut même peut-être aller à pied, tu vois. mais non, mais c'est beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens techniques aussi parce que on s'en rend peut-être pas compte aussi de ce qu'il peut y avoir parce que des fois les gens disent ah mais oui, il faut savoir que quand on fait l'avant-match, quand on prend l'entraînement à 14h30, il faut savoir que le plateau est mis, on accueille les coachs, entre le rendu d'antenne de l'avant-match et on doit monter en tribune, on a 4 à 5 minutes, pas plus, selon la pub qu'on a. Donc des fois c'est la course contre la montre. À Brest ça va parce qu'on passe par la tribune Foucault et on monte. Le problème, c'est que tu es interpellé un petit peu à droite et à gauche, tu as à peine le temps de saluer tout le monde. Mais tu vois, c'est ça. Et les gens, les responsables techniques qui sont en bas, doivent démonter le plateau en moins de 5 minutes, quoi. Parce qu'il faut faire place nette et laisser la place aux joueurs pour pouvoir pénétrer sur le terrain. Donc, tout ça, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de boulot, mais c'est excitant, c'est quelque chose qui est agréable à vivre. Il faudrait qu'un jour vous puissiez le vivre. Alors, je ne vous le souhaite pas en Ligue 2. Hein, je vois ta tête déjà en train de se secouer en disant non, pas en Ligue 2, mais si un jour vous avez la possibilité de pouvoir le faire en Ligue 1, franchement, c'est à faire pour si jamais vous voulez un jour vous en faire votre métier, c'est à vivre. Du coup, François avait un peu induit la question, mais sur la fonctionnalité du stade Francis Leblay, tu penses que c'est toujours un stade qui peut convenir à une équipe de Ligue 1, Ligue 2 en 2019 ou voilà, c'est déjà en 2006, il y avait des doutes sur sa capacité à respecter les normes. Parce qu'à Brest, là, c'était les élections municipales. Bon, elles ont été tronquées, comme on sait, cette année. C'était un vrai débat, un vrai sujet entre les différents candidats, entre les pour et les contre, et même entre les supporters. Certains, ils adorent le stade en ville, mais d'un autre côté, on ne peut pas trop l'agrandir, le modifier. Alors, toi, avec ton regard d'ancien joueur du stade, et surtout, tu vois plein d'autres stades à droite à gauche, hein, par ton boulot de consultant. Qu'est-ce que tu penses de ça, de la question du stade à Brest? C'est moi la question du stade à Brest, et c'est déjà posé aussi lorsque j'y étais. Hein. Donc aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de respect pour ce qui a de l'histoire, ce qui a marqué un club, il faut quand même être honnête. Le stade Francis Leblay aujourd'hui, malheureusement pour moi, n'est plus vraiment en capacité de pouvoir accueillir, je dirais, dignement. Les normes ont changé, les temps ont changé. Je pense qu'effectivement, le nouveau stade doit être construit normalement du côté de Guy Pava, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'il le faut. Il faut un nouveau stade pour le stade brestois. Il faut un nouveau stade qui puisse accueillir dignement les personnes, que les personnes, quand elles viennent au stade, peuvent aussi repartir assez rapidement. Alors, j'ai cru comprendre que le tram devait passer aussi pas très loin du stade. Alors, l'avantage qu'on a en ville, effectivement, c'est qu'on peut se garer, j'irai un petit peu n'importe où. Mais le problème aussi, c'est que la ville est vite engorgée. Quand on voit tous les travaux qu'il y a eu pour le tram, c'est la rue de Siam hein, qui est maintenant traversée par le tram. Avant, on pouvait circuler en voiture des deux côtés. Moi, je l'ai connu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un sens pour pouvoir y aller. Même si le tram doit favoriser cela, ça pose déjà énormément de problèmes parce qu'il y a pas mal de gens qui ne viennent pas que de Brest, qui viennent aussi des alentours. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'y se garer, avoir aussi la sécurité, des fois aussi pour évacuer le stade en cas de danger. Et puis même pour si jamais il y a un blessé ou quoi que ce soit, les services pompiers, ambulanciers doivent pouvoir aussi y accéder sans trop de difficultés. Et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est assez compliqué. Il y a aussi des riverains aussi qui sont à côté, qui n'ont peut-être pas non plus envie d'être dérangés par ce qui se passe au stade, qui des fois n'ont peut-être rien à faire. Quand on voit la grande tribune, moi je pensais pas qu'elle allait avoir de nouveau cette grande tribune face à celle de Foucault. On sait aussi que ça bouche aussi la vue de certains riverains aussi qui habitent dans les immeubles en face. Donc tout ça, il faut y penser aussi. Alors oui, un stade en ville, super. Moi, je suis le premier à dire un stade en ville, c'est très bien. Mais il faut que tout le monde puisse se garer. Alors qu'on ne trouve pas des voitures à cheval sur les trottoirs ou quoi que ce soit. Qu'on puisse avoir effectivement l'espace qu'il faut pour pouvoir accueillir tout le monde. Et je pense que le site qui a été choisi, le site de Guy Pava, je pense ça prête parce que tu auras quasiment l'entrée pour pouvoir aller sur la rocade, le tram qui va pouvoir passer, on va pouvoir se garer peut-être un peu plus loin en ville et venir en tram au foot. Et puis ce stade, j'ai aussi cru comprendre aussi qu'il allait servir aussi, avoir une salle aussi à côté pour qu'on puisse effectivement avoir des concerts, ce genre de choses-là qui soient multifonctions.
Et ça, aujourd'hui, si tu veux progresser, oui, tu es obligé de l'avoir. Tu es obligé d'avoir un outil comme ça. Le stade Francis Lebet, aujourd'hui, a fait son temps. Oui. Et justement, ce projet de nouveau stade, c'est peut-être un des projets phares du nouveau président du Stade de Nilessin. Ouais. Toi qui as connu aussi déjà Michel Estin lors de ton passage, puis peut-être Yvon Kermarek avant de Nilessin, est-ce que tu as senti un vrai changement à l'arrivée de Denis Lessin ou on reste sur une continuité un peu sur la progression que tu évoquais au début? Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le projet de stade, il était déjà dans les cartons, moi, quand j'arrive en 2005. Après, c'est une question politique, parce que là, aujourd'hui, elle se pose un petit peu moins, parce que si j'ai bien compris, ça va être fait, il va être financé par les partenaires privés, si j'ai bien compris, le stade. Après, il faut trouver le terrain. Le terrain a été trouvé. Après, c'est le financement. Ouais, c'est les questions politiques qui retardent toujours les échéances. Tout simplement, parce qu'une fois que tu as trouvé l'accord politique et que on est d'accord, il y a toujours des écologistes qui viennent en te disant non, on peut pas parce qu'il y a tel oiseau ou tel chat ou tel machin qui se trouve dans le coin. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, je te dis pourquoi je te dis ça, parce que je l'ai vécu du côté de Grenoble. À Grenoble, on a joué au stade Lesdiguières. Le stade des Alpes a été construit sur l'ancien stade c'était le stade municipal. Mais à un moment donné, il a été retardé. J'aurais peut-être même pu y jouer dedans en tant que joueur, mais il a été retardé parce que effectivement, les écologistes pensaient que les arbres allaient être arrachés, qu'ils n'allaient pas être replantés. Et aujourd'hui, tu te rends compte que bien sûr qu'il y a les arbres qui sont là. Tout ce qui a été dit a été fait. Donc aujourd'hui, c'est en France. Il faut des procédures, il faut des permis de construire. Heureusement encore qu'il y a certaines procédures, mais il y en a certaines que tu pourrais supprimer, qui pourraient donner un accès beaucoup plus rapide. Ensuite, tu parles de Michel Gestin, Yvon Kermarek. Après, ça a été Michel Guyot entre-temps aussi. Michel Guyot aussi entre-temps. Tu leur demanderas tous. Hein. Ils avaient tous le projet stade dans les cartons. Hein. Tous, hein, tous. Tu es obligé de parer dans l'urgence. Tu as agrandi les vestiaires, tu as fait ce qu'il fallait sous la tribune Foucault pour pouvoir être aux normes, pour que tu puisses jouer en Ligue 2. Mais après, il faut évoluer. Tu évolues aujourd'hui en Ligue 1 et il faut un nouveau stade. Quoi qu'il en soit, il faut un nouveau stade. Et tous les présidents qui se sont succédés l'avaient dans leur carton. Maintenant, il s'avère que Denis Lessin, lui, a accéléré pour pouvoir faire les choses. Et c'est pour ça que... Non, c'est pas Samuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, peut, entre guillemets, apporter la petite touche finale pour que... je l'espère pour Brest, son stade puisse sortir de terre. Alors, non, passons peut-être un petit peu plus sur le terrain et sur l'activité du stade brestois. Tu commandes la Ligue 2, mais évidemment, tu suis la Ligue 1, j'imagine, assidûment. Que tu as pensé tout simplement de la saison du stade brestois cette année avec Olivier Dalloglio, donc qui termine 14e au classement final, même si la saison n'a pas été à son terme. C'est une saison que nous, on a trouvé plutôt très correcte, en tout cas de notre point de vue de supporter. Et toi, de ton point de vue de consultant, qu'est-ce que tu en as pensé aussi? Pareil. Moi, je trouve que c'est une bonne saison. Je pense même que c'est une bonne saison parce que tu passes après Jean-Marc Furlan. Ouais, justement, tu as compris le choix de se séparer de Jean-Marc Furlan? Alors, se séparer de Jean-Marc Furlan est déjà arrivé en fin de contrat. Si j'ai bien compris, il a une proposition qu'il a refusée. Après, c'est son choix, il faut savoir aussi le respecter. Alors après, il y a eu beaucoup de choses de dites et décrites par rapport à cette prolongation ou non de Jean-Marc par rapport au stade brestois. Jean-Marc a fait un cycle, comme on l'avait dit précédemment, un cycle de 3 ans. Il est monté en 3 années. Peut-être qu'il arrivait certainement à une fin. Donc, il a préféré peut-être partir sur une montée, laisser, entre guillemets, un club en Ligue 1 et lui aller à d'autres occupations. Mais aujourd'hui, Olivier Dalloglio est le parfait remplaçant à Jean-Marc Furlan. Moi, Olivier Dalloglio, c'est déjà un homme que j'apprécie. 2, c'est un super entraîneur. On sait ce qu'il a fait avec Dijon. Avec Dijon, il a maintenu Dijon en Ligue 1. Il a fait monter Dijon en Ligue 1. Il a été débarqué de Dijon. Bon, après ça, c'est que mon avis, pas de la meilleure des manières. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait pas non plus le péril en la demeure. Hein, donc voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que il a gardé ce qu'il avait mis en place à Dijon. Il l'a appliqué aujourd'hui à Brest. En termes de qualité de jeu, je pense pas non plus vous pouvez dire que vous êtes entre guillemets ennuyé. Il a toujours essayé de rechercher quelque chose. Il a maintenu une certaine ossature de l'équipe aussi de la saison dernière
accompagné de certaines touches de nouveaux joueurs, il va falloir pérenniser sur ça, tout simplement. Le maintien est obtenu, c'était l'objectif principal, même si la saison n'a pas été à son terme, mais au moment où ça s'est arrêté, Brest est maintenu, et ça, c'est plus important, parce qu'à un moment donné, c'était pas gagné non plus. Mais pour moi, Olivier Dalloglio était la personne idéale pour pouvoir remplacer Jean-Marc Furlan et pérenniser le travail qui avait été fait par son prédécesseur. Tu parles justement de la structure que Olivier Dalloglio a gardée, mais ce qui se dégage du début de mercato, il n'est pas vraiment commencé, mais ce qui se dégage pour l'instant, c'est un peu une fin de cette structure, parce qu'on a su que Mathias Autrette n'a pas eu de proposition du Stade Brestois, Jean-Charles Castelletto risque de partir à Nantes, Johan Cour pourrait le suivre. Est-ce que ça serait peut-être pas là le début vraiment de l'ère Dalloglio? Et est-ce que ça peut pas être dangereux pour le Stade Brestois, à ton sens, de mettre un peu fin à l'ère Furlan? Dangereux, je te dirais, les clubs le vivent chaque saison. Je veux dire, des clubs comme Brest, comme Metz, ces clubs-là, même quand ils ont connu une certaine réussite avec une certaine génération, on sait qu'à un moment donné, cette génération-là risque de se séparer, risque d'éclater. Donc, c'est ce qui se passe aussi du côté de Brest. Ah ouais, mais il faut bien. Mais après, je pense qu'il y a des garçons encore là. Il y a Gaëtan Charbonnier, j'espère pour vous qu'il restera aussi. Mathias Autrette s'en va, c'est un choix. Maintenant, c'est à Grégory Lorenzi, Olivier Dalloglio, au président Denis Le Saint de savoir quels sont les hommes qu'il leur faut, quels sont les objectifs que veulent atteindre aussi le Stade Brestois. Bien sûr, ça sera de finir mieux que 14e, ça c'est logique. Mais il faut surtout des joueurs qui aillent aussi avec la philosophie aussi du Stade Brestois, parce que c'est pas tout d'acheter des joueurs, de faire venir des mecs que tu payes souvent cher et que finalement tu te retrouves relégué en fin de saison. C'est pas du tout le but. Le but est de continuer. Tu parlais d'une ère Olivier Dalloglio. Oui, ça peut être le début d'une ère d'Olivier Dalloglio, mais Olivier Dalloglio n'est pas tout seul. Il va falloir aussi choisir les bons hommes, les bons joueurs, et qui fassent que le Stade Brestois puisse se maintenir aussi la saison prochaine. Et la cerise sur le gâteau, c'est de faire mieux, soit par une Coupe de France, ou alors d'un super parcours en championnat. Alors, je ne vais pas aller dire jusqu'à jouer les places européennes, c'est pas ça, mais tout au moins apporter quelque chose de nouveau qui permette d'entrer dans une nouvelle ère pour Brest et qui amènera peut-être, et je vous l'espère sincèrement, vers le nouveau stade. Alors, dernière question sur le Stade Brestois, en tant que, avant de parler de ta carrière de consultant et ton travail. Justement, tu as cité Grégory Lorenzi. Ouais. Sur notre podcast, on est en ce moment, comme c'est le confinement, on n'a plus de matchs à débriefer, on essaye de trouver des pistes mercato. Si tu pouvais appeler Grégory Lorenzi, dont on salue le travail, nous d'ailleurs, et lui conseiller un joueur de Ligue 2 pour l'année prochaine pour le Stade, tu lui dirais quoi, Greg? Adrian Garbic, peut-être? Je lance une piste comme ça, même si c'est cher, ou alors quelqu'un d'autre? Adrian Garbic pourrait très bien faire les affaires du stade brestois. Moi, il y a un garçon que j'aime bien, mais il restera du côté de Lorient, c'est Yohan Wissa aussi, qui a été intéressant cette saison, qui est sympa. Écoute, un garçon, alors lui, il va aller avec Lorient, mais Julien Laporte peut être aussi intéressant aussi pour le stade brestois derrière. Dans les buts, vous avez ce qu'il faut. Gauthier est là, et j'espère que vous allez le garder bien longtemps. Après... À Greg de bosser. Ah ouais, à Greg de bosser, et puis surtout de savoir quel est le budget aussi du Stade Brestois en termes de recrutement. Voilà, en termes de recrutement, en termes de masse salariale, parce que des joueurs, tu en as. Après, tu sais très bien que d'un joueur à l'autre, le prix peut varier, peut aller du simple au double. Et pour Brest, aujourd'hui, faire des investissements, il faut les faire intelligemment, pas se tromper. Ça, il n'y a que celui qui n'a rien fait qui peut ne pas se tromper. Mais c'est surtout de pas faire n'importe quoi, parce que l'équilibre d'un club est tellement fragile que tu penses avoir fait le bon recrutement, des fois en dépensant des 1000 et des cents, puis en ayant peut-être dépensé peut-être un petit peu moins, tu aurais peut-être pu avoir un autre état d'esprit, et puis surtout des garçons qui t'aident à faire maintenir le club. Mais aujourd'hui, en Ligue 2, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient évoluer du côté du Stade Brestois. Alors, pas tous, parce que je te dis, il faut une certaine mentalité, puis il faut que tu aies des garçons aussi qui sachent qu'en venant à Brest, on n'est pas au Paris Saint-Germain, on n'est pas à Marseille. On est dans une ville de foot où les gens donnent de leur argent et de leur temps pour venir au stade. Carrément. Ok, on va transmettre l'audio à Grégory Lorenzi. Nous, il n'y a pas de souci si on peut participer. Voilà. Alors maintenant, et la troisième partie de notre entretien, on voulait la tourner un petit peu plus autour du métier de consultant, puisque c'est le
rôle que tu remplis depuis maintenant. Donc, tu es arrivé sur beIN, si je dis pas de bêtises, en 2012. C'est ça. Après, tu as commencé avec Eurosport un petit temps en 2010. En 2010. Ouais. Quel souvenir gardes-tu de cette dernière décennie? Du coup, est-ce que tu t'attendais à durer déjà si longtemps, en gros avec beIN en commençant en 2012, et à devenir un peu le visage de la Ligue 2 en France avec Sam Olivier maintenant, quand on parle de la Ligue 2, on parle de vous deux, quoi. Ouais, écoute, déjà j'ai commencé avec Christophe Jameau à Eurosport. Ouais. Alors moi j'ai commencé tout de suite par la Coupe du Monde parce que voilà, j'étais consultant sur la Coupe du Monde en 2010. Ensuite j'ai fait quelques bords terrain avec Eurosport, notamment j'en avais fait un, je crois que c'était Laval-Nantes à l'époque pour Eurosport. Et puis j'ai pris un autre chemin et c'est Charles Bietri qui m'a rappelé. Charles Bietri et Alexandre Ruiz m'ont appelé pour me dire que voilà, que la chaîne était intéressée et que si j'étais intéressé, on allait voir. Donc j'ai fait mon premier match avec Ismaël Bouabdella, John Ferreira. Non, c'est pas John, je crois que c'était Julien, je sais plus, je crois, au départ. Et John est venu après sur le second match. J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième. Et puis 8 ans après, je suis encore là, quoi. Et bon, après, les hommes ont changé parce que Ismaël est venu à la présentation dans un premier temps du Multiligue 1 et Multiligue 2. Donc je me suis retrouvé à commenter les matchs avec Samuel. En 2012, non pas en 2012, en 2013 avec Samuel. On a commencé à commenter ensemble en 2013. On a fait d'abord les matchs directeurs du multi, après on a basculé sur le match du samedi et on a basculé à la présentation du multi depuis 5 saisons maintenant. Donc c'est vrai quand on parle de Ligue 2, c'est vrai c'est Samuel et moi. Et écoute, moi mon métier de consultant c'est comme mon métier de joueur, quoi. Je veux dire, j'ai travaillé aussi pour pouvoir aussi durer, donc. Beaucoup pensent peut-être qu'on s'assoit derrière un micro et qu'on attend et on regarde ce qui se passe. Mais non, il y a beaucoup de travail aussi en amont. Il faut appeler les joueurs, il faut appeler les clubs, il faut appeler les présidents. Il faut savoir un peu quelles sont les dernières tendances qui se dégagent. On essaie de savoir les compositions d'équipe. On essaie d'avoir plein de choses, plein d'infos pour que quand on arrive devant vous le vendredi soir ou le samedi après-midi, et maintenant ça sera le lundi soir la saison prochaine, et ben, il va falloir tout simplement... qu'on ait des arguments, des billes, qu'on puisse faire le meilleur travail possible. Mais c'est pas tout d'être consultant, c'est pas parce que j'ai joué un peu plus de 20 ans au haut niveau et notamment, on va dire, les 3 quarts de la carrière fait en Ligue 2, quand si on est dans le micro, que tout va se passer. Non, à un moment donné, ça va se sentir, il faut du travail, de la confiance aussi. J'ai la confiance de Sam, tout comme il a ma confiance. Et on se rend compte, en un regard, on se comprend, on a une info, si l'un a une info, l'autre essaie de vérifier si on a eu la bonne info. Voilà, non, mais ça, c'est du travail, un peu comme vous, c'est du travail aussi. Il faut entrer en contact, il faut des fois rappeler 1 fois, 2 fois, 3 fois pour avoir les choses, mais pour moi, le métier de consultant, c'est pas juste le joueur avec son nom, du moins l'ancien joueur avec son nom qui vient, qui s'assoit et qui commente. Non, ça se passe pas comme ça. Avant que Yann pose une question sur l'évolution de la Ligue 2, du coup, comme la saison n'est pas allée à son terme, et avec les droits TV du football français l'année prochaine, ça va changer pas mal. Vous aurez le match du samedi et du lundi, pardon, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Donc vous perdez le Multi-Ligue 2. Oui. Et à cause de cet arrêt brutal, à cause du coronavirus, j'imagine que vous aviez imaginé une toute autre fin avec vos équipes. Ça n'a pas été un pincement au cœur quand même de s'arrêter sur un multi. Enfin, vous ne savez pas que c'était le dernier finalement. Bien sûr que oui, mais sûr que c'était un pincement de finir comme ça le multi, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas eu un vrai au revoir. Ça a été fait un peu, on l'a fait sur les réseaux avec Samuel, mais c'était pas effectivement la fin de la retransmission du multi sur beIN Sport qu'on aurait voulu avoir. On aurait voulu faire ça, je dirais entre guillemets, un peu plus avec de cérémonial ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement marquer ces 8 ans de présence du multi sur notre chaîne. C'est comme ça. Du coup, tu seras toujours de la partie avec la Ligue 2 l'an prochain. Oui. Et oui, Samuel. À un moment, tu t'es senti peut-être motivé par l'idée, par exemple, d'aller voir plutôt de la Ligue 1 ou des championnats étrangers? Ah bah j'ai fait la Ligue 1 sur les antennes aussi. Alors peut-être que vous le voyez pas, mais il m'est arrivé de faire des rencontres de Ligue 1. Je me souviens d'avoir fait le derby entre Nîmes et Montpellier. Je commentais aussi, alors c'était en rediffusion à minuit, mais quasiment tous les matchs du dimanche soir sur la Ligue 1. Donc c'était souvent Marseille, Paris, bref, des grosses affiches de Ligue 1. Alors oui, c'est vrai que ça passe un horaire où normalement tout le monde est censé faire dodo, mais écoute, non, si j'ai fait la Ligue 1, j'ai eu la chance de commenter aussi des matchs de Champions League aussi, alors des matchs de poule, peut-être des matchs moins flamboyants, c'est sûr,
Mais je te dis que je suis demain, si on me dit tu fais la Ligue 1 ou la Champions League, je dis ok, mais je garde la Ligue 2. On ressent quand tu nous parles que tu es quand même un vrai passionné de foot, que tu dois en consommer aussi et pas mal. Et jamais ça t'a intéressé, en tout cas dans les dernières années, peut-être de te rapprocher du terrain, passer des diplômes d'entraîneur, te rapprocher d'un club, être directeur sportif, je sais pas, être un acteur du mercato, ou alors ce travail de consultant te convient parfaitement? Non, mais je fais les deux. Ouais. Je fais les deux parce que j'ai été éducateur et j'ai les diplômes. J'étais éducateur du côté de Cherbourg où j'étais responsable chez les jeunes. On a restructuré les équipes de jeunes. On a restructuré la section féminine qu'on a restructurée. Philippe Goursat qui était aussi à Cherbourg avec moi. J'étais en charge des moins de 17 avec qui nous sommes montés en 17 nationaux. Et ensuite, je suis arrivé sur la région parisienne et puis maintenant d'un peu plus de 6 ans. Je m'occupe aussi des jeunes pousses au PSG pour leur faire des séances devant le but. Donc voilà, c'est aussi une autre partie du métier parce que le métier de consultant, même si tu prends du temps en temps de préparation, il est assez court quand même. Pour moi, c'était vendredi, samedi. C'était vendredi, samedi, dimanche. Et puis le reste de la semaine, effectivement, je troquais le costume cravate pour les crampons et le survêtement pour être sur les terrains. Alors après, basculer complètement, oui, ça peut être envisageable. Dans combien de temps, ça, je ne sais pas. Ou si demain je venais à m'ennuyer, que je trouvais plus de plaisir, j'arrêterais effectivement de commenter. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison que j'arrête de commenter. J'aime ce que je fais. Oui, c'est vrai que je suis un passionné. Moi, quand je commence le foot, c'est avec les potes, c'est avec les copains. Et il n'y a que quand j'ai disputé mon premier match en pro que j'ai su que je pouvais en faire mon métier. Mais même quand je suis rentré au centre, j'allais dans un grand club pour pouvoir progresser. Mais c'est quand j'ai mis les pieds sur la pelouse du Stade Bollaert que je me suis dit, ah oui, je peux en faire mon métier, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Mais sinon, avant, non, je n'avais pas prévu d'être footballeur professionnel, loin de là, parce que ce n'était pas au départ ce que je voulais faire. Si j'avais voulu faire quelque chose... D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai commencé par le tennis. Et si j'avais voulu vraiment faire quelque chose où je voulais vraiment le faire, c'était être pilote de Formule 1. Voilà, c'est pouvoir piloter les bolides. Mais à part ça, je ne veux pas dire que ça me suis tombé dessus. C'est pas ça que je veux dire. Le foot, on a tous joué au foot. Bon, aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ma passion et c'est surtout ça qui compte. Avec ton regard du coup de commentateur de Ligue 2 depuis presque une décennie, comment est-ce qu'elle a évolué pour toi cette Ligue 2? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on voit comment je reste un spectateur du multi-Ligue 2, même si Brest n'y est pas, on voit encore des stades un peu vétus, des pelouses moyennes, mais d'un autre côté on voit aussi des super petits joueurs qui progressent, qui sortent, des bons matchs, on voit des super matchs, je pense à des derbies, on avait vu un Lens-Valenciennes qui était vachement bien l'année dernière, c'est un peu paradoxal, par exemple entre un Chambly et un Lens, c'est quand même le grand écart. L'écart, justement, cet écart est-il en train de se réduire? Mais les gros sont-ils toujours plus gros et les plus petits encore plus petits? Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comment est-ce que la Ligue 2 est en train d'évoluer aujourd'hui? Et est-ce que l'écart avec la Ligue 1 n'est pas en train de se creuser encore plus avec les droits télé et tout? Alors, l'écart a toujours été important en termes de droits télé. Tu le vois aujourd'hui, c'est du simple au double. Quand tu vas en Ligue 1 et selon la notoriété de ton club, tu peux te retrouver avec quasiment entre 10 et 15 millions de droits TV et que tu peux t'en retrouver avec 3 ou 4 en Ligue 2. Donc déjà, là, il y a un fossé. Ensuite, le fossé, oui, il y a un fossé, mais il n'est pas non plus... C'est pas non plus un gouffre qu'il y a non plus. Oui, techniquement, il y a certainement une exigence encore plus supérieure en Ligue 1. Mais en Ligue 2, c'est un peu comme pour les joueurs. Tu as l'émergence de certains clubs. Tu vois Chambly cette saison qui arrive et qui fait un championnat plus qu'honorable. T'as eu Arles-Avignon qui est passé aussi par là. Tu as eu... T'as des clubs qui ont... Le Gazélec aussi qui avait fait... le Gazélec, tu vois, il y a eu le Gazélec Ajaccio. Voilà, il y a des clubs qui ont connu cette réussite-là et qui ont touché le Graal. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux joueurs. La carrière de joueur, il faut durer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais aujourd'hui, non, la Ligue 2, je pense qu'elle évolue dans le bon sens. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, beaucoup de joueurs émergent aussi de ce championnat-là pour arriver en Ligue 1. Certains ont émergé de ce championnat pour devenir champion du monde. On a beaucoup de joueurs de l'équipe de France, championne du monde, qui sont passés par la Ligue 2. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, t'as pas quelque chose d'important. Après, il y a les structures. Et c'est là où, avec cette nouvelle manne financière qui va arriver, c'est là où je pense que les clubs doivent se structurer, doivent faire ce qu'il faut pour qu'on ait des beaux stades,
qu'on ait des pelouses de qualité, et 3, qu'on essaie d'attirer un peu plus de monde aussi au stade. Parce que tu vas pas toujours avoir Lens dans ton championnat, tu vas pas toujours avoir Brest non plus, tu vas pas toujours non plus avoir Lorient dans ton championnat. Moi, je vous souhaite à tous de rester le plus longtemps possible en Ligue 1. C'est au club de travailler, d'imaginer, de savoir comment attirer de nouveaux spectateurs, de nouveaux supporters, puisse avoir une Ligue 2 qui soit attrayante. Nous, en tout cas, on fait tout de notre côté en termes de diffuseurs pour donner une Ligue 2 beaucoup plus attrayante. Regarde, il y a les matchs, on a diffusé les matchs sur les canaux additionnels de Beansport. Alors, on ne pouvait pas diffuser tout le monde à un moment donné parce qu'il y avait aussi des droits pour d'autres championnats. Mais on a toujours fait en sorte, dès que c'était possible, de pouvoir diffuser tout le monde quand il le fallait. Et je pense déjà, nous, en tant que diffuseur, quand on donne de l'importance au championnat, eh ben pour vous, après, il y a des retombées et c'est sûr que ça aide aussi au développement des clubs et de la Ligue 2. Sans trahir les chiffres, etc., parce que bien sûr, ça reste confidentiel, mais des clubs qui rapportent en termes de spectateurs, de téléspectateurs, plutôt, c'est quoi? C'est Lens, c'est Brest, c'est Auxerre, je sais pas, qu'est-ce qui attire les gens? Parce que j'imagine que pour vous, perdre Lens, Lorient, Brest, c'est pas forcément l'idéal non plus, quoi, évidemment. Non, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ouais, un Lens-Brest, ça t'amène au minimum 30 000 personnes au stade. Et devant la télé, un samedi après-midi, alors c'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais c'est énorme. On peut aller des fois jusqu'à 300, 400 000 personnes qui peuvent être déjà devant un match de Ligue 2 le samedi après-midi. Donc quand tu te dis déjà que tu as un peu plus de 100 000 personnes déjà qui regardent un match sur la France un samedi après-midi, oui. Des fois, on est allé jusqu'à 400, 500 000. Hein. Des fois, sur un match de Ligue 2, on a eu des pics. Je me souviens d'un Lens-Brest où Brest va gagner à Bollaert et je crois que ça va être la 7e ou 8e défaite de suite de Lens. On est monté à des pics énormes à un moment donné sur la rencontre. Donc, c'est pour ça que nous, il faut qu'il y ait une exposition totale de la Ligue 2 et la Ligue 2 le vendredi. Alors je sais que pour certains c'était compliqué. Au départ, je me souviens de la chaîne, c'était à 18h45. La Ligue 2 à un moment donné, ça a été remis à 20h. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour vous, pour nous. Et puis quand on a la Ligue 2 le vendredi, on parle exclusivement de la Ligue 2 et on a jusqu'au samedi après-midi pour pouvoir parler Ligue 2. Et après on bascule sur la Ligue 1. Je pense que pour la visibilité Ligue 2, c'est une bonne chose. Maintenant, il y aura toujours la Ligue 2 le samedi. Le reste des matchs vont se jouer le samedi à 19h. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir le match de Ligue 1 le samedi à 20h45, je crois. Derrière, donc... ça va être short, hein. Ça va être un peu short. Moi, je trouve que ça va être un peu short pour pouvoir parler de la Ligue 2 pleinement. Bon, tant mieux pour nous, parce qu'on aura le lundi pour pouvoir en reparler. Mais bon, moi, je pense que le vendredi et le samedi, c'est la bonne case horaire. C'est sur un aspect un peu plus pratique, je pense que vous l'avez eu à de nombreuses reprises, cette question, c'est quand vous aviez le multi-Ligue 2, enfin quand vous aviez l'intégralité de la Ligue 2 presque, comment vous décidiez de mettre tel match en avant plutôt qu'un autre? On sait que les supporters sont les premiers à râler parce que leur équipe est toujours le vendredi et pas le samedi, etc. Mais est-ce que vous, par exemple, en tant que consultant, vous avez un avis à donner ou ça décide au-dessus sans que vous ayez... Non. Alors, il y a des affiches qui coulent d'elles-mêmes. Quand on a un Lorient-Brest ou Brest-Lorient, je veux dire, à un moment donné dans la journée, alors sauf s'il y a une autre affiche et que les deux équipes survolent, par exemple, si on a un Monaco-Lens, oui, donc les deux affiches vont être diffusées, ça c'est sûr. Dans quel ordre? Est-ce que c'est Monaco le samedi contre Lens ou c'est... Bref, ça, il y a des affiches à un moment donné, il y a pas de... le problème se pose même pas. Ensuite, décision collégiale, nous on donne notre avis. Mais après, ce sont nos patrons qui décident effectivement de la programmation des matchs. Alors, ça se passe comment? Ça se passe 15 jours en général avant la journée qui doit être jouée. Les choix sont faits par nos patrons, par nos responsables pour savoir qui sera l'affiche. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Le premier match choisi, c'est le match du samedi, puisque c'est l'affiche premium. Comme pour Canal, un OM PSG, ça passera le dimanche soir à 21h. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Le premier match choisi est l'affiche premium. Ensuite, jusqu'à cette saison, c'était Canal+ qui faisait le deuxième choix pour l'affiche du lundi. Donc nous, on va choisir et le samedi et le lundi. Et le reste sera pour Mediapro qui fera après sa petite tambouille. Ok, bon c'est clair comme ça. Pour revenir sur l'attractivité de la Ligue 2, il y a depuis quelques années, alors je sais pas, ça doit être l'année 2016-2017 ou 2017-2018, des barrages maintenant. Oui. Pour monter en Ligue 1, enfin pour monter, pour descendre. Est-ce que tu penses que ça a rendu le championnat et la fin de championnat plus attractive
autant sportivement que pour être spectateur. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ces barrages, ou alors est-ce que c'est injuste finalement pour le 3e de Ligue 2 qui doit avoir un parcours du combattant, ou en tout cas le 5e pour monter en Ligue 1, et que ça avantage évidemment le 18e de Ligue 1 qui lui est un petit peu plus tranquille en fait. Quel est ton avis sur ces barrages? Brest en a disputé contre le Havre, ça avait été houleux. Je pense que tu te souviens évidemment du Ajaccio-Le Havre, qui avait été encore plus houleux cette année-là. Voilà ton avis sur les barrages, on voulait savoir un peu. Écoute, moi j'ai toujours pensé à terme, on allait avoir plus que 2 montées. Pourquoi? Parce que la Ligue 1, c'est ce que voulait la Ligue 1 à un moment donné. La Ligue 1 voulait tellement se protéger qu'ils en étaient même presque venus à ne vouloir que le premier monte. Elle voulait se protéger un petit peu, protéger ses acquis, on ne veut pas trop toucher, on veut sauver les clubs historiques. On sait qu'il y a des clubs comme Monaco ont été en difficulté, ils sont descendus en Ligue 2. Donc je vois pas pourquoi un club comme Monaco aujourd'hui ou Lyon ou bref ne descendrait pas si jamais ils ont des mauvais résultats. Mais bon, c'est comme ça. Il y a eu longtemps une grosse discussion entre les clubs et la Ligue. Et je dirais qu'on a coupé un petit peu la poire en deux. C'est-à-dire que, ok, on fait 2 montées, mais le 3e ne montera plus automatiquement. Il faudra qu'il passe par un barrage. Donc c'est quelque part donner un peu plus de chance effectivement au 18e de Ligue 1 pour sauver sa peau. Et après, pour le reste, oui, on l'a vu avec Lens la saison dernière. Lens a fini 5e, il est allé au Paris FC, disputer une prolongation avant de jouer 3, de redisputer notre prolongation, avant de jouer Dijon et encore la prolongation. Ouais. Ça fait quand même beaucoup au bout d'un moment donné. Donc, oui, c'est attrayant pour les spectateurs, c'est attrayant pour tout le monde, pour nous aussi, pour le multi, pour une fin de saison où il y a des enjeux vraiment partout, et que ce soit en haut ou en bas. Maintenant, sportivement, surtout pour le 3e, pour monter, c'est un peu le parcours du combattant, j'avoue. Et si on fait un parcours comme Lens ou comme Brest a pu l'avoir aussi, c'est-à-dire malheureusement on se fait sortir au bout d'un match, c'est frustrant. Si on fait tout ce parcours-là pour sortir face à un club de Ligue 1 et qu'on a accumulé de la fatigue et que pendant ce temps-là, le club de Ligue 1, lui, a pu tranquillement préparer son match de barrage, il y a aussi en termes de récupération, en termes d'équité aussi, un des avantages pour la Ligue 2. Mais bon, après, nous, en termes de suspense et on va dire, dramaturgie, oui, bien sûr que c'est une bonne chose qu'il y ait ces barrages-là. Et c'est bien aussi pour les clubs, ça laisse les clubs concernés jusqu'au bout. Et depuis qu'il y a eu cette formule-là, c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, je me souviens même d'une saison, je crois qu'il y a 3 ans de ça, où les 5 premiers pouvaient monter en Ligue 1. Et ça a été, et finalement, c'est Amiens qui plante le couteau un peu à tout le monde à la 96e, quoi. Donc, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais moi, je reste persuadé qu'à terme, à un moment donné, je ne serais pas surpris qu'on voit qu'il n'y ait plus que 2 montées. Et tu parlais du match d'Amiens, et justement en préparant un petit peu, on pensait te demander quel était peut-être le match ou le moment de commentateur qui t'avait le plus marqué, où tu avais vécu la plus grande émotion. La fin de saison où Amiens justement marque à cette 95e minute, qui envoie Lens du coup qui n'est plus sur le podium. Brest qui mène 6-2 contre le Gazélec qui avait encore une chance, les espoirs s'écroulent aussi. Je me souviens, on était au stade, nous. C'est peut-être le moment le plus fou de ces dernières années du Multi-Ligue 2, dans cette 38e et dernière journée. Ça a été un moment fou parce que, je te dis, à ce moment-là, dans ce multi-là, tout le monde, à un moment donné, a été en Ligue 1. Ouais, mais bien sûr que nous, bien sûr qu'on aime ça. C'est Strasbourg qui mène, à un moment donné, c'est Strasbourg qui est en Ligue 1. Finalement, Strasbourg est rattrapé. Finalement, ça a été Nîmes. Après, ça a été un bazar qui a été sympa, quoi. Brest pouvait y aller à un moment donné. Et puis Lens qui attend pour savoir si... Ouais, c'est bien sûr que c'est appréciable, ça laisse des émotions. Et d'ailleurs, quand Jérôme Bigot, lui aussi, tombe dans l'euphorie, il dit c'est fou, c'est incroyable, on sait comment écrire après le but d'Amiens. C'est ce qu'on aime dans le foot, c'est ce qu'on aime vivre. Alors vous, je sais, non, côté Brestois, vous n'avez pas aimé, côté Lensois non plus, mais je veux dire, quand on regarde le foot en général, c'est ce genre d'émotions-là qu'on aime vivre. Ouais, et c'est sûr que ces barrages-là ont apporté, c'est vrai, un petit peu plus de piment. Il y a eu le Gazélec Le Mans aussi avec le retour, le péno raté, puis le retour. Ah oui, on a tout eu la saison dernière. Voilà, Le Mans, on voit pas à un moment donné comment Le Mans peut. Et puis finalement, le Gaz mène 1-0 et ce but c'est Soro qui met se retourner. Puis à un moment donné, oui, c'est comme ça. Voilà, ce sont ces émotions-là.
c'est ce que je dis toujours, c'est ce qui fait à la fois la magie et la cruauté de notre sport. Ce sont ces émotions-là. C'est-à-dire que d'un côté, il y en a qui vont avoir le sourire et d'autres qui vont avoir des larmes. Et c'est ce qui rend notre sport merveilleux parce qu'il est tellement imprévisible que même si vous êtes dans la division la plus inférieure, il est tellement imprévisible. Sauf si, bien sûr, il y a des classes, 10 classes d'écart. La hiérarchie, normalement, doit être respectée. Mais on a pu voir en Coupe de France aussi combien de fois de grands ont pu être renversés par des petits. Et du coup, peut-être pour maintenant conclure un peu notre entretien et finir sur la situation actuelle, deux questions. D'abord, donc du coup, ton avis peut-être sur les décisions prises par les instances du foot français d'arrêter la saison maintenant à la 28e journée. On voit qu'à droite à gauche, chez nos voisins européens, ils essayent de reprendre. Ça divise un peu les présidents. On voit Jean-Michel Aulas qui est contre, le président d'Amiens, M. Joannin, qui est également contre. Toi, ton avis là-dessus. Et deuxième question, est-ce que tu penses que Lorient et Lens, qui montent du coup, seraient quand même montés malgré... parce qu'on a vu que c'était un petit peu en difficulté, que des équipes comme Clermont revenaient bien, Ajaccio était vraiment en bonne forme. Et voilà, ton avis là-dessus sur... Écoute, Lorient et Lens, oui, méritent leur montée et je pense quoi qu'il en soit, seraient montés. Voilà, je te le dis en toute honnêteté, non pas parce que ce sont deux clubs dans lesquels j'ai joué, parce que sur la saison, quand tu te trouves au bout de la 28e journée, tu n'as pas quitté le top 2, voire le top 3 pour Lens. Écoute, et quand ils ont quitté le top 3, ils ont toujours été à un point. Donc, je veux dire, à un moment donné, je pense que ça avait basculé. Puis Lens est en train de reprendre du poil de la bête, même si Lorient a été capable de pouvoir gagner le match d'après. Mais bon, ça s'est pas passé. Mais à l'instant T, malheureusement, où le championnat s'est arrêté, les deux équipes méritent largement leur montée. Ensuite, pour revenir à ta première question, tu sais, on a tout eu et n'importe quoi de manière depuis le début. Malheureusement, on a parlé des fois un petit peu trop vite. Nos amis étrangers essayent de reprendre effectivement les championnats, mais on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. En Allemagne, notamment, sont les premiers à avoir dire oui pour reprendre, et on se rend compte qu'il y a déjà un match qui est reporté parce qu'il y a une équipe qui est en quarantaine. Tu te rends compte qu'il y a quelques cas quand même de Covid. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Maintenant, que des présidents défendent leur club, ça, je trouve ça plutôt normal. Chacun essaie de défendre sa paroisse. Mais maintenant, je pense, et je l'ai encore dit hier, on m'a demandé si j'étais d'accord pour une Ligue 2 à 22 clubs. J'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Non pas parce que je ne veux pas voir Orléans et Le Mans l'année prochaine en Ligue 2. Je dis non tout simplement parce qu'en Ligue 1, on va dire à Toulouse et à Amiens de descendre. Logique, quoi, du coup. Pour moi, il est logique que Orléans et Le Mans descendent. Après, si on fait une Ligue 2 à 22, eh ben, je vois pas pourquoi Toulouse et Amiens auraient plus le droit qu'Orléans et Le Mans de descendre. Dans ces cas-là, faisons une Ligue 1 aussi à 22. Déjà qu'il y a de la frustration pour tout le monde. Ça sert à rien d'en rajouter d'autres, alors qu'on pourrait, entre guillemets, essayer de contenter un petit peu tout le monde. Qu'on fasse une Ligue 1 à 22, qui ait 4 descentes enfin, ou bref, ou 3 montées peut-être directes, et qu'on rétablisse effectivement le système qu'on a actuellement, c'est-à-dire les deux, le barrage, et puis on mette un système normal. Moi, je veux qu'on traite tout le monde à peu près de la même façon. Chez les amateurs, on fait montée et descente. Pourquoi pour la Ligue 2, même si c'est dans les statuts, c'est dans les règlements, mais là, une donnée exceptionnelle. Eh bien, appliquons cette donnée dans ces cas-là. Ok, si vous voulez faire une Ligue 2 à 22, moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, ça me fait des matchs en plus à commenter. Ben, mettons la Ligue 1 à 22. Je veux qu'on essaie de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Après, il y aura toujours des différences, il y aura toujours des insatisfaits. Mais moi, je dis, ne rajoutons pas de la frustration à la frustration. Soit on a une Ligue 2 à 22 clubs, dans ces cas-là, on met une Ligue à 22. Soit on a une Ligue 1 à 20 et on fait une Ligue 2 à 20. Aujourd'hui, il y a des clubs qui sont peut-être encore plus frustrés, qui auraient pu jouer la montée, comme vous me le disiez tout à l'heure. Amiens pourrait peut-être encore se sauver. Voilà. Pour moi, la situation qui était peut-être un petit peu plus réglée, c'était celle de Toulouse, qui était quasiment condamnée. Mais après, pour le reste, ça se joue à peu de choses, tout comme pour la montée. Alors pour conclure, peut-être Robert, un petit mot pour les supporters de Brest qui t'ont écouté pendant cette heure à peu près que tu nous as accordé, un petit mot pour eux qui t'ont supporté pendant quelques saisons et maintenant qui te regardent aussi à la télé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la décennie qui arrive? Parce qu'on a parlé des dernières années, mais pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, encore beaucoup de matchs à commenter, que le Stade brestois reste le plus longtemps possible en Ligue 1. Ah, ça c'est bien ça. Pardon? Ça, c'est une très bonne idée. Ah oui, non, bien sûr, que le Stade brestois reste le plus longtemps possible en Ligue 1. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Non, franchement, plein de bonnes choses. Et que
déjà pérenniser le club déjà en Ligue 1. Ça sera déjà une bonne chose. Et ensuite, s'il y a la cerise sur le gâteau, prenez-la. Surtout, n'hésitez pas et continuez à être fidèle au Stade brestois, alors que ce soit à Le Blé pour le moment, mais certainement dans le futur stade, j'espère pour vous d'ici 3-4 ans, pour que le Stade brestois rentre dans une nouvelle ère, parce qu'il va falloir aussi rentrer dans une nouvelle ère, et qu'il y ait surtout beaucoup de réussite sportive. Alors on parle des pros, mais aussi pour les jeunes, parce que c'est pas juste non plus l'équipe première, le Stade brestois. On sait que le Stade brestois, je te le disais tout à l'heure, il y a eu un super centre de formation avec des joueurs qui y sont passés. Donc j'espère pour vous aussi qu'il y a d'autres futurs joueurs qui pourront être formés à Brest et qui pourront alimenter aussi cette équipe première. Ok, merci Robert, c'était parfait, c'était nickel. Avec grand plaisir. Et donc comme on dit chez nous, Yann, Kenavo. Kenavo. Merci. Allez, à bientôt, avec plaisir. Bonne continuation l'année prochaine et puis à bientôt, enfin le plus tard possible pour Brest, j'espère, mais... Ouais, j'ai compris. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.